Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus en ce début de semaine. Nous sommes le lundi 28 novembre et je suis ravi d'être à vos côtés. Voici les titres de ce journal. Un colloque organisé par l'Union pour la Méditerranée s'est déroulé ce lundi au musée océanographique avec pour thème principal les emplois des jeunes et des femmes. Nous recevrons pour en parler le secrétaire général de l'UPM. En marge de ce colloque, une exposition photo est organisée le long des grilles des jardins Saint-Martin, consacrée à l'action de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Nous recevrons le directeur artistique du Printemps des Arts pour nous présenter la prochaine saison qui débutera le 8 mars. Nous vous mettrons l'eau à la bouche avec la dernière soirée du Festival des Étoilés organisé par la SBM. Et enfin, lundi oblige, nous ouvrirons une large page sport avec de l'aviron, du vélo, de la gym et de l'épée. Mais avant cela, retrouvons, comme je l'ai dit, notre premier invité pour parler de la Méditerranée par le biais d'un colloque qui s'est déroulé ce lundi en présence du prince Albert II et de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Nasser Kamel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'UPM et quelles sont ses grandes missions, ses objectifs? Ce processus de Barcelone a été lancé en 1995 pour rapprocher l'Europe d'une part et le sud et l'est de la Méditerranée. Moi, je dirais que le principal objectif de l'organisation, c'est d'essayer de promouvoir la coopération régionale, l'intégration régionale, le développement humain et le développement soutenable de toute la région euro-méditerranéenne sur une douzaine de priorités comme l'environnement, le climat, l'autonomisation des femmes et beaucoup d'autres domaines. C'est ce qu'on va faire. Quels sont justement les thèmes de ce colloque au musée océanographique? C'est un des thèmes sur lesquels nous travaillons à l'Union pour la Méditerranée, c'est la problématique de l'emploi. Et je dis problématique parce que notre région, que ce soit au nord ou au sud, souffre d'un taux de chômage assez élevé, surtout parmi la jeunesse et les femmes, qui est aussi entre 25 à 30%, qui sont sans travail aujourd'hui. Alors c'est un défi majeur, surtout dans une période de crise due à la guerre en Ukraine, la pandémie et le ralentissement de l'activité économique dans le monde. Alors ce colloque est consacré à discuter les moyens pour promouvoir l'emploi, quels sont les différents secteurs économiques nouvelles dans lesquels on peut augmenter le taux ou diminuer le taux de chômage et augmenter l'employabilité de nos jeunes et de femmes, comme le numérique et autres activités économiques qui répondent aux besoins de nos sociétés, mais aussi aux besoins de nos jeunes femmes et hommes. Et en quoi l'Union pour la Méditerranée peut faire avancer les choses très concrètement? Sur trois niveaux. On parle d'abord au niveau de créer un consensus politique entre les pays membres sur des actions concrètes dans les différents secteurs sur lesquels nous travaillons, comme l'emploi, comme le développement économique, comme le commerce, l'environnement, le climat. Alors il y a un côté projet, un côté consensus politique sur tous les secteurs dont nous travaillons. Mais le troisième côté que je trouve très important aussi, c'est d'engager la société civile et le secteur privé dans nos activités pour que nos actions soient suivies par le public en large, mais aussi par le secteur privé qui est très important aujourd'hui pour pouvoir financer, surtout dans le domaine du climat et dans le domaine de toutes les activités soutenables, surtout celles autour de la mer comme l'économie bleue et autres. Parce que vous parlez du climat notamment, pour la première fois lors de la COP27, il y avait un pavillon méditerranéen, c'est bien ça? La principauté, à travers la Fondation Albert II, était un des partenaires majeurs dans notre Med Pavilion et son Altesse Sérénissime a été un des invités lors de nos débats au pavillon. C'est un pavillon qui avait comme but deux choses. Premièrement, attirer l'attention sur la crise climatique de la région, parce qu'il s'avère que la région euro-méditerranéenne se chauffe 20% plus rapidement que le reste du monde. On a un problème dans la Méditerranée elle-même où le niveau de notre mer augmente d'une manière alarmante, des centimètres depuis quelques années, et qui peuvent arriver à 1 mètre en 2100 si on ne prend pas les mesures nécessaires en termes de mitigation
et d'adaptation. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième, c'est aussi expliquer à nos partenaires et au monde entier ce que la région fait, parce que c'est une région qui est très dynamique sur la question finance-climat, sur la question d'énergie renouvelable. On est une des premières régions du monde dans le domaine du renouvelable, et on donne un peu l'exemple au reste du monde par rapport à ce qu'on fait pour diminuer d'une manière dramatique nos émissions en carbone. Pour revenir à ce colloque qui se déroule ce lundi à Monaco, pays membre de l'UPM, quelle importance revêt le fait de pouvoir célébrer la Méditerranée ici en présence du prince Albert II et de son Altesse royale, la princesse de Hanovre? Écoutez, il n'y a pas un pays plus méditerranéen que Monaco. Le prince est impliqué sur les questions d'environnement et climat et sur la santé de notre mer commune, la Méditerranée. C'est un geste que moi j'apprécie énormément, mais qui démontre la vocation naturelle de Monaco à faire partie de ce monde euro-méditerranéen et de jouer un rôle positif, constructif dans tout ce que nous faisons pour améliorer la vie des jeunes et des femmes et de tout le monde autour de notre mer commune, la Méditerranée. Nasser Kamel, merci. C'est moi qui vous remercie. Et en marge de cette journée de la Méditerranée, une exposition photo est organisée le long des grilles des Jardins Saint-Martin. Elle est consacrée à l'action de l'ALIF, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Cette fondation a été créée en 2017 et bénéficie du soutien de Monaco sur plusieurs de ses projets d'intervention en Syrie ou au Liban. Le récit de Patricia Navarro sur des images d'Hugo Combassa et Sylvain Péroumal. C'est en 2020, 3 ans seulement après sa création, que l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit noue un partenariat avec le gouvernement monégasque. Particulièrement sensible à l'indispensable préservation des musées, monuments et collections menacées, la principauté choisit alors le seul fonds mondial entièrement dédié à cette cause et qui dispose d'une expertise reconnue. L'ALIF intervient dans la plupart des régions en guerre et peut répondre également à l'urgence, à l'image de cette action menée en Ukraine dès les toutes premières heures du conflit. ALIF s'est déployé très rapidement et aujourd'hui on a été en mesure de soutenir la protection très concrète à travers des boîtes, à travers des générateurs, à travers des couvertures anti-feu, etc. de 160 collections de musées, de bibliothèques et d'archives, ce qui est très important, c'est-à-dire 160 institutions culturelles ont pu être protégées. Et d'ailleurs récemment un musée près de Kiev a été endommagé par des bombardements. Et bien en dépit de cela, dans la mesure où les collections ont été préservées à la cave avec notre soutien, les collections ont été sauvées. L'exposition photo installée le long des Jardins Saint-Martin illustre cette vulnérabilité du patrimoine, victime collatérale des conflits au même titre que les populations. En affichant ces terribles stigmates, l'objectif est non seulement de montrer aux bailleurs de fonds de quelle manière sont utilisés les moyens financiers, mais aussi de permettre aux civils de ces zones de ne pas se sentir oubliés. Pour sensibiliser, c'est important de montrer ce qui se fait et d'expliquer les raisons pour lesquelles on fait ce travail, parce qu'il est lié à la vie des sociétés. Les communautés qui vivent autour de ces monuments qui ont été détruits sont d'une certaine manière perdues parce qu'elles perdent leur repère. C'est voulu d'ailleurs, ceux qui ont détruit ces groupes terroristes qui détruisent les monuments en Syrie, en Irak, en Afghanistan, au Yémen, en Libye. Ce sont des groupes qui veulent toucher l'identité et la mémoire des populations. Protéger le patrimoine pour construire la paix, c'est le leitmotiv de l'ALIF qui a soutenu à ce jour 180 projets de réhabilitation ou préservation du patrimoine dans 30 pays, essentiellement en Afrique et au Moyen-Orient. L'actualité, c'est aussi en bref. Vous le voyez sur ces images, le souverain s'est rendu au casino de Monte-Carlo ce samedi après-midi dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, une exposition a été présentée toute la semaine à l'Atrium. Jeunesse toujours, plus de 300 étudiants ont reçu officiellement leur diplôme de l'IUM, des étudiants diplômés de bachelor, master et MBA. Cette cérémonie a réuni samedi 1200 personnes au Grimaldi Forum. Le Téléthon 2022 se déroulera ce samedi et dimanche au Grimaldi Forum. Eh bien, sachez qu'une marche, ou plus exactement une traversée de la Principauté, est organisée avec un départ de la place du Palais ce dimanche à 10h.
Ouvrons une large page sport avec la 17e édition du Challenge Prince Albert II d'Aviron de Mer ce week-end. 2 journées de compétition qui se sont clôturées dimanche après-midi avec la dernière course, le 4 de couple mixte avec barreur. Le reportage de Frédéric Hélion, Hugo Comassa et Clélia Renaud. C'est le rendez-vous incontournable d'Aviron de Mer de fin d'année. La 17e édition du Challenge Prince Albert II s'est déroulée tout le week-end en Principauté. 14 équipes engagées, dont 3 de la Société nautique de Monaco, soit 75 rameurs, dont 9 olympiens et plus de 20 médaillés mondiaux. Un plateau exceptionnel pour une compétition où le collectif est mis à l'honneur avec une succession de courses au point en confrontation directe. C'est un format innovant qui met les équipes au cœur de l'action. Et donc chaque équipe est constituée de 2 hommes et 2 femmes. Donc c'est des équipes mixtes et paritaires. Et c'était un petit peu l'idée qu'on avait voulu impulser l'année dernière, d'avoir ce format où on inclut tout le monde et tout le monde rame ensemble, sans différence, sans quoi que ce soit, en fait, faire fi des préjugés. Et c'est une formule qui a plu l'année dernière et qui a confirmé cette année. Et donc on s'en réjouit parce que c'est jamais facile de lancer quelque chose. Et là, l'engouement des équipes nous conforte dans notre choix. Ce challenge sert aussi de passerelle entre l'aviron olympique et l'aviron de mer. Vainqueur du challenge l'an dernier, le rameur international monégasque Quentin Antonielli remettait son titre en jeu avec son équipe. Et malgré une victoire lors de l'ultime course de la journée, le 4 barré mixte, Quentin et la team Côte d'Azur prennent finalement la 2e place du général final. C'est tout le temps un peu la stratégie qu'on a en mer, d'essayer de se libérer un petit peu du paquet pour éviter de se faire accrocher sur le départ où il y a tous les bateaux qui sont pas très loin les uns des autres. Et on a bien réussi à se placer devant et on a réussi à creuser sur les moments où ils nous remontaient un petit peu et à prendre pas mal de surf pour creuser encore l'écart. C'est toujours plaisant de gagner ici ou même de faire des courses ici parce que on est à la maison, on est sous le rocher et l'échauffement en face du musée, c'est toujours vraiment sympa à voir. Donc c'est vraiment cool d'être là. Ce 17e Challenge Prince Albert II d'Aviron de Mer a été remporté par la team Kangwa Cosmos avec 21 points d'avance sur la team Côte d'Azur. Et juste de l'autre côté du port, au même moment, les plus grands noms du monde du cyclisme participaient à la 2e édition de Biking, une épreuve de vélo caritative au profit de la Fondation Princesse Charlène. Pour la dernière course de sa carrière, Philippe Gilbert s'est imposé devant Michael Matthews et Tadej Pogacar, un podium digne d'une étape du Tour de France. Je vous propose d'écouter le champion belge au micro de Frédéric Hélion. Je suis heureux parce que c'est une fin de carrière rêvée. Je gagne les 2 derniers événements, donc le contre-la-montre ce matin par équipe et puis la course après-midi dans les rues de Monaco. Après 13 ans de résidence, je connais toutes les rues par cœur, donc ça me fait chaud au cœur de gagner ici. Ouais. On dit souvent aussi que les sportifs de haut niveau ont leur rôle à jouer dans le sociétal. Cet aspect bonne cause aussi, il est important dans le vélo. Oui, tout à fait, c'est très important. Et puis c'est aussi une belle publicité pour notre sport, le cyclisme. Et puis vu la tournure du monde, on invite les gens à faire du vélo. Donc de n'importe quelle manière, que ce soit les Vélib ou vélo de route, vélo à assistance électrique, etc. C'est aussi le but de passer ce message d'utiliser le vélo en ville. Donc on espère voir beaucoup de monde à vélo dans les rues de Monaco dans les années à venir. Sport toujours en gym, l'Étoile de Monaco a obtenu le nul 24-24 pour la première rencontre de la saison face à Bourges. Et en escrime, la Fédération monégasque a organisé ce week-end le 35e tournoi épée homme ainsi que le 34e circuit national senior épée dames. En tout, 200 participants se sont affrontés dans la salle omnisport de l'espace Saint-Antoine. On referme cette page sport pour en ouvrir une culturelle. La programmation du Printemps des Arts vient d'être annoncée à la presse ce lundi après-midi. Pour nous dévoiler les grandes lignes, nous sommes avec le directeur artistique du Printemps des Arts, Bruno Mantovani. Bonsoir. Bonsoir. Du 8 mars au 2 avril, nous célébrerons le printemps d'une façon artistique, comme chaque année avec le Printemps des Arts de Monte-Carlo. Comment est-elle cette programmation ? C'est une programmation qui reprend quelques principes de celle de l'an passé. D'abord, une programmation qui est extrêmement thématisée, dans la mesure où il y a une thématique générale qui est la même que celle que l'an passé d'ailleurs, qui est celle de l'évolution stylistique. C'est-à-dire, on écoute des œuvres, des premiers opus d'un compositeur et ces derniers pour voir si le compositeur était déjà là dans sa prime jeunesse ou si c'est en cherchant son style et en travaillant qu'il forge sa propre identité. Donc ça, c'est la thématique générale. Une thématique régionale aussi. Après l'Arménie l'an dernier, cette année, ce sont les États-Unis qui sont à l'honneur.
Et puis des portraits d'artistes, des artistes qui ne viennent pas en principauté juste pour un seul concert, mais pour plusieurs concerts. Un pianiste, Michel d'Alberto, qui est un monument du piano français, qui est le seul pianiste d'ailleurs à avoir enregistré toute la musique de Schubert. Et un quatuor à cordes, le quatuor Diotima, qui est un quatuor à cordes qui a toujours défendu une forme de modernité. Et avec d'autres artistes récurrents, je pense notamment au comédien qui est Laurent Stocker et qui participera à 2 spectacles, une lecture d'un texte de Pierre Michon sur Rimbaud, et puis avec aussi une création du compositeur François Memoun qui sera donnée par Laurent Stocker en tant que récitant avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, notre partenaire historique. Alors vous avez dit qu'il y aurait une thématique, c'est-à-dire de voir l'évolution d'un compositeur. Il y aura des compositeurs en particulier mis à l'honneur ou pas ? D'abord 2 compositeurs, même 3 compositeurs qui ont été assez peu présentés au Printemps des Arts dans les années précédentes. Gabriel Fauré et César Franck, 2 compositeurs qui avaient des points communs, notamment parce qu'ils étaient organistes tous les deux. Et puis ce météore de l'histoire de la musique qui est Félix Mendelssohn, qui est un compositeur dont l'espérance de vie fut hélas très courte, comme Mozart. C'est intéressant d'avoir ces musiciens qui ont eu des trajectoires comme ça extrêmement laborieuses, c'est-à-dire ils ont énormément travaillé, énormément produit en très peu de temps et qui en très peu de temps ont condensé la vie que certains autres ont eue en vivant beaucoup plus longtemps. Avec un lieu unique, avec différents lieux ? Non, le principe du Printemps des Arts, c'est qu'il n'y a pas de lieu approprié, mais il y a toute une multitude de lieux de la principauté sur lesquels le printemps est présent. Évidemment, l'auditorium Régnier 3 pour les concerts d'orchestre, mais aussi tous les lieux possibles, imaginables, qui sont ceux de la SBM, l'Opéra, le One, et d'autres lieux plus atypiques, la galerie Hauser & Wirth ou le tunnel Riva, qui sont des lieux que l'on exploite pour la musique, qui ne sont pas faits pour ça, mais qui ont un potentiel esthétique et poétique très fort. Et puis pour la première fois, c'est assez étonnant, un concert-lecture donc avec Laurent Stocker au Théâtre Princesse Grasse. En tout, ça sera combien de dates, combien d'artistes en résumé ? Alors, le Printemps des Arts dure 4 semaines, 4 longs week-ends. On a une quarantaine de concerts avec plusieurs centaines d'artistes dans la mesure où il y a plusieurs orchestres symphoniques qui viennent. Et on a d'ailleurs vraiment la chance d'accueillir une des plus belles formations au monde qui est l'Orchestre symphonique de la BBC de Londres. Vous êtes le directeur artistique depuis 2 ans, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez tenté d'insuffler à ce Printemps des Arts ? Le Printemps des Arts n'est pas un festival qui est réservé à un instrument. On n'est pas dans un festival de piano, de violoncelle, par exemple. Et ce n'est pas non plus un festival d'une époque. On n'est pas dans un festival de musique baroque ou un festival d'opéra. Le grand avantage quand on programme une telle institution, c'est qu'on peut à la fois programmer de la musique extrêmement ancienne, de la musique contemporaine, et c'est ce qu'on fait. Aussi d'autres musiques que la musique classique occidentale, et il y a une présence du jazz cette année aussi. Donc ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir à la fois cette polyvalence, cette largeur esthétique, et en même temps, moi ce que j'essaie d'insuffler, c'est de densifier encore la relation entre le public et le festival. On a tout un tas de conférences, de tables rondes qui sont organisées avant les concerts, et puis des après-concerts qu'on appelle les afters, qui sont des moments beaucoup plus détendus, informels, où on joue de la musique comme si on était dans un salon et où le public parle avec les artistes ou avec toute l'administration du festival. Je le rappelle, le Printemps des Arts de Monte-Carlo du 8 mars au 2 avril. Vous pouvez aller sur le site du Printemps des Arts pour avoir le programme complet, le site qui vient d'être actualisé. Merci Bruno Mantovani. Merci beaucoup à vous. Toujours dans le domaine culturel, une nouvelle association vient de voir le jour en Principauté, l'association Monaco International Music and Arts, le MIMA. Le lancement a eu lieu samedi au Stars & Bars, une association dont le but est de promouvoir les spectacles, l'art et la culture en Principauté. Le reportage qui va suivre va sûrement vous donner l'eau à la bouche. Le Festival des Étoilés Monte-Carlo s'est clôturé ce week-end par un dîner de gala. De septembre à octobre, les chefs étoilés de la Société des Bains de Mer proposaient un menu à 4 mains avec un chef invité. Cette fois-ci, c'est ensemble qu'ils ont proposé un menu d'exception au One Monte-Carlo. Le reportage d'Émilie Rousseau et d'Arnaud Imbert. Ils subliment les produits de saison tout au long de l'année, chacun dans leurs établissements respectifs. Leurs univers sont variés, mais ils parlent le même langage, celui de la haute gastronomie. Le dîner de gala du Festival des Étoilés Monte-Carlo aura tenu toutes ses promesses en offrant aux 140 convives un moment suspendu, un souvenir rare et délicieux. Un parfait dîner, il doit être une parfaite hiérarchie entre ce que l'on mange et ce que l'on boit. Sans oublier l'environnement. L'environnement est rare. Le moment sera très certainement
un moment de haute gastronomie, puisque c'est quand même ce que l'on veut proposer ce soir. Ça clôture un moment de gastronomie étoilée en principauté, puisque sur ce tout petit territoire, nous sommes un certain nombre de chefs à représenter la haute gastronomie, mais pas que la haute gastronomie. La gastronomie, c'est pas que la haute gastronomie, c'est tout ce qui fait plaisir aux clients de partager avec ses amis. Et le temps partagé de la table est un temps de commensalité rare dans des temps perturbés comme nous vivons en ce moment. Et quel pays peut se féliciter d'avoir autant de chefs étoilés sur un si petit territoire? La principauté peut le faire. Alain Ducasse, Marcel Ravin, Dominique Laury et plus récemment Yannick Aleno ont fait le choix de Monaco et ils ne le regrettent pas. Ils le rendent bien même puisqu'ils ont fait de la Société des Bains de Mer le resort le plus étoilé d'Europe au guide Michelin, un resort à 7 étoiles. Je trouve ça tellement fabuleux qu'on puisse pouvoir collaborer, Alain Ducasse, Yannick Aleno, Dominique, Emmanuel, tout ça ensemble, ça montre que ensemble on peut faire des choses extraordinaires et c'est l'unicité qui fait que les choses sont belles. Je savoure ça et je me rends compte chaque jour de la chance que j'ai de pouvoir exercer dans ce pays où je dis que c'est le pays où tout peut être possible. Ce dîner était un véritable spectacle en bouche, mais également en salle. Le passe-plat en direct a rendu l'expérience encore plus unique, avec le soutien de leur brigade et Philippe Joannès, directeur des événements culinaires de la SBM. Les chefs étoilés et leurs chefs sommeliers auront livré un succulent dîner multi-étoilé aux accords mets-vins parfaits. Si ça vous a donné faim, on va vous torturer encore un peu plus. Vous avez peut-être arpenté les allées du Salon de la Gastronomie. Eh bien, il s'y tenait la 4e édition du concours Maestro Chef, mais également, et c'est une première, le concours Maestro Kids ce lundi. 6 enfants ont fait preuve de créativité sur le thème du cake, qu'il soit salé ou sucré. Passons à la météo, si vous le voulez bien, avec Yannick Debevert. Bonsoir. Quel temps fera-t-il demain ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Pour ce mardi, la grisaille sera encore au rendez-vous. Il y aura très peu de chances de voir un rayon de soleil. Pour autant, rassurez-vous, il ne devrait pas non plus pleuvoir. Côté température, elles sont un peu en dessous des moyennes de saison avec 9 degrés pour le minimum et seulement 12 au meilleur de la journée. Pour ce 29 novembre, Saint-Saturnin est célébré. Merci Yannick. Ce journal est terminé. On se quitte avec les photos du jour de Manuel Vitali, consacrée à la 2e édition de Biking, une épreuve de vélo caritative au profit de la Fondation Princesse Charlène qui s'est déroulée ce dimanche dans les rues de Monaco. On se retrouve mardi, 19h. En attendant, passez une excellente soirée et à demain.